Au cours de l'année 1994, James Johnston, le directeur de R.J. Reynolds, a dit au Congrès des États-Unis que fumer des cigarettes n'est pas plus addictif que le café, le thé ou les Twinkies. Bien sûr, il y a peut-être des gens qui ont un flux constant de Twinkies dans leur estomac, mais je pense que nous pouvons tous convenir que, malgré les douleurs d'estomac et le risque de diabète, cette habitude sucrée n'est pas aussi dangereuse que de fumer des cigarettes. L'industrie du tabac a longtemps assuré que les cigarettes n'étaient pas malsaines ni addictives, et ils ont gagné des milliards. Mais en réalité, environ 480 000 Américains meurent chaque année à cause des cigarettes, sans parler du taux de mortalité mondiale. 4 ans après la fausse comparaison de Johnston, les 4 plus grandes entreprises de tabac ont conclu un accord avec 46 États pour payer 206 milliards de dollars sur 25 ans pour aider à couvrir les frais médicaux des maladies liées au tabagisme. Ils ont menti, et maintenant nous savons pourquoi. Le mensonge des entreprises sur les cigarettes est choquant, mais les sociétés, les gouvernements et même les gens bien intentionnés nous mentent subtilement chaque jour. Souvenez-vous des entretiens d'embauche. Vous avez peut-être entendu. Nos employés sont notre atout principal, et c'est sûrement très agréable à entendre. Vous voulez travailler dans un endroit qui vous valorise, mais les licenciements se produisent tout le temps. Bien sûr, ils sont généralement déguisés en réorganisation ou en jargon d'entreprise pour vous dire que vous n'êtes plus nécessaire. Ce n'est pas personnel, juste des affaires. Et même lorsque vous gardez votre emploi, les salaires se stagnent, et parfois ils baissent avec les fluctuations de l'économie. Regardez la vague de grève dans le monde cet été, avec des syndicats comme les travailleurs de l'automobile des États-Unis déclarant « Non, les employés ne sont pas l'atout principal d'une entreprise ». Ces déclarations des entreprises cherchent à faire sentir aux employés qu'ils sont valorisés. Elles sont similaires à des déclarations comme « Vos réponses resteront confidentielles lors d'une enquête sur l'entreprise ou les performances de votre équipe ». Cela peut paraître suspect. Est-ce vraiment anonyme? Probablement pas, car les entreprises ne sont pas légalement tenues de respecter les déclarations de confidentialité. Elles essaient souvent d'échapper aux lois qui les obligent à garder les informations privées. La direction, peu importe le niveau, regarde probablement vos déclarations confidentielles sur une enquête. Et la méritocratie alors? Combien de fois avez-vous entendu que votre entreprise est une méritocratie? Où les plus talentueux, les plus intelligents et les plus travailleurs s'élèvent au sommet? C'est agréable de croire cela, car cela nous fait sentir que si nous travaillons dur et développons nos compétences, nous serons promus, nous aurons des augmentations et nous avancerons comme nous l'avons toujours espéré. Mais soyons réalistes, peu importe l'industrie dans laquelle vous travaillez, ces promotions et augmentations dépendent souvent plus du réseautage que du travail acharné. Parfois, les meilleurs sont récompensés, mais souvent, c'est une question de relations. Les relations que vous avez créées au travail sont celles que vous aviez en entrant, alors travaillez dur et connectez-vous. Ces mensonges d'entreprise sont fréquents, des choses que les entreprises disent pour garder les employés heureux. Mais il existe des mensonges plus précis, destinés à convaincre les employés d'une certaine position. Les entreprises veulent nous faire penser que nos emplois dépendent de faibles impôts, et c'est vrai que les taux d'imposition sont élevés dans le monde. Mais même aux États-Unis, nous avons un taux de 35%, ce qui est moins que dans beaucoup d'autres pays. Les entreprises ont mis en place des crédits d'impôt et des subventions pour éviter de payer ce montant. L'affirmation selon laquelle un faible taux d'imposition des sociétés crée des emplois pour les travailleurs est surtout une farce. Tout comme l'idée que les syndicats déplacent des emplois à l'étranger, oui, ils augmentent les coûts, mais des millions d'emplois non syndiqués partent aussi. Donc, le problème ne se trouve pas dans la syndicalisation. Il est dans la mondialisation. Les programmeurs informatiques n'ont jamais été syndiqués, mais beaucoup d'entreprises sont en Inde et en Chine. La réalité est que les syndicats changent le pouvoir, loin de la direction. Dans certains cas, les syndicats créent des problèmes. La corruption, entre autres. Mais quand elle fonctionne bien, elle limite et rend la direction responsable des décisions qui affectent leurs employés. Démoniser les syndicats et lier cela à la baisse des emplois est une stratégie. Ce n'est pas pour garder des emplois ici, mais pour empêcher les travailleurs de se syndiquer. Quand nous acceptons un emploi ou un projet avec une entreprise, nous sommes souvent informés des valeurs de l'entreprise. Nous avons une liste de mots vagues comme loyauté et durabilité, mais quelle est la véritable valeur d'une entreprise? L'argent. Dans les meilleurs lieux de travail, d'autres valeurs peuvent exister, mais l'argent est généralement la plus importante. Les entreprises peuvent donner à des causes, mais surtout pour améliorer leur image et bénéficier de déductions fiscales.
Elles limiteront leur impact environnemental si cela améliore leur image, mais pas seulement par amour pour la Terre. L'utilisation des valeurs fondamentales est un exemple de la loi de la pertinence inverse, qui nous dit que moins quelqu'un prévoit de faire quelque chose, plus il en parle. Nous avons tous cet ami qui ne peut s'empêcher de parler du plan d'exercice qu'il s'apprête à commencer, mais la question reste toujours « quand ?» Le fait que les entreprises mentent n'est pas vraiment surprenant, mais le voir en action peut être une expérience incroyable. En 2020, les leaders d'Amazon, d'Apple, de Facebook et de Google ont témoigné devant un panel antitrust à la Chambre des représentants américaine. Le but du panel était de remettre en question l'argument de Big Tech qu'ils ne sont pas des monopoles. Les géants de l'industrie technologique ont raconté mensonge après mensonge que nous ignorons en tant que consommateurs ou que nous choisissons de croire. Comme le mensonge que les utilisateurs contrôlent leurs données. Sundar Pichai, le PDG de Google, a dit que l'entreprise a simplifié ses réglages pour les utilisateurs, et c'est vrai. Ils offrent de nombreuses options de confidentialité, mais simple n'est pas le mot adéquat. Ce n'est pas parce qu'un avion a beaucoup de commandes que n'importe qui peut le piloter. La réalité, c'est que beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que les entreprises font avec nos données. Ils veulent nous faire croire que leur accès à nos données crée une meilleure expérience pour nous. Et c'est vrai, c'est agréable quand Instagram vous montre une pub pour ces baskets que vous cherchez, mais la collecte de données n'est pas pour vous vendre des chaussures. Il s'agit de donner aux entreprises le pouvoir de gagner de l'argent, notamment en vendant ces publicités. La publicité aide Big Tech à se développer, et nous savons tous qu'ils ont grandi. Une des affirmations lors de cette audience était que ces grandes entreprises ne sont pas si grandes. Amazon a affirmé qu'il a moins d'1% du marché mondial de la vente au détail et moins de 4% aux États-Unis. Mais cela compte tout le commerce de détail, même les stations-service. Je ne sais pas pour vous, mais je ne considère pas cela comme du shopping. De même, Facebook a affirmé qu'il concurrence tous les produits qui connectent les gens, pas seulement les réseaux sociaux. Et Apple a affirmé qu'il n'a pas de part dominante sur aucun marché ou produit. Mais si vous avez un iPhone, vous savez que vous devez passer par Apple pour acheter des applications sur l'appareil. Bien sûr, ce n'est pas comme si le gouvernement qui écoute ces affirmations ne mentait pas allègrement lui aussi. Le gouvernement américain a menti à plusieurs reprises pour justifier la guerre. En 1998, ils ont bombardé ce qu'il a dit être une usine chimique au Soudan, qui s'est avérée être une usine de médicaments. Puis, l'administration Bush a créé un réseau de fausses informations pour nous convaincre que l'Irak avait des armes de destruction massive. La raison de la guerre en Irak. L'incident le plus connu du gouvernement américain mentant pour justifier la guerre s'est produit pendant le Vietnam. En 1971, l'affaire des papiers du Pentagone ont été dévoilés au public. Ils ont montré que le gouvernement avait systématiquement menti pour cacher le fait que les États-Unis perdirent du terrain au Vietnam. Dans les années 60, alors que la guerre continuait, des responsables américains affirmaient avec force que les Viet Cong mouraient en grand nombre et qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Ils ont demandé plus de force même si, comme le disaient les documents du Pentagone, ils savaient la réalité de ce qui se passait, que les États-Unis étaient en train de perdre la guerre. Il y a bien sûr une certaine dose de secret gouvernemental qui est presque nécessaire pour la sécurité nationale. Les fausses assurances ne sont pas seulement pour le public, elles visent à tromper les adversaires et à cacher des erreurs qui pourraient faire paraître un pays faible. Donc, votre gouvernement pourrait mentir pour votre protection. Mais à quel moment sommes-nous censés croire ce qu'ils disent? Devons-nous penser que chaque mensonge est pour notre protection? Soyons francs, souvent, c'est une question d'ego. Les gouvernements sont composés de personnes qui ont trop de fierté pour admettre leurs erreurs. Une exception notable a eu lieu en 1962, lorsque le président français Charles de Gaulle a retiré les forces armées françaises d'Algérie, sachant que la France avait perdu la guerre. Mais ce n'est pas seulement à l'étranger que nos gouvernements se sont révélés peu fiables. Les promesses vides des campagnes politiques peuvent facilement convaincre les électeurs, mais elles sont rarement respectées. Les politiciens font souvent des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Durant sa campagne en 1988, George H.W. Bush a promis qu'il n'augmenterait jamais les impôts, quelles que soient les circonstances. Puis, en 1990, il a admis que réparer l'économie nécessiterait des hausses d'impôts. Il a promis pas de nouveaux impôts, mais il n'a pas tenu sa parole. Mentait-il? Probablement, mais sans doute parce qu'une telle affirmation est presque impossible à tenir par la suite. Mais ce sont ces choses qui aident les candidats à gagner. Une autre chose qui aide les candidats à gagner est un climat de division. Les politiciens exploitent notre division pour attiser la colère et la peur. Nous voyons actuellement une vague mondiale de rhétorique, de l'Amérique à l'Argentine et à l'Italie. Mais sommes-nous réellement si divisés? Le gouvernement et les médias disent que nous sommes divisés,
mais il pourrait y avoir un écart entre notre réalité et leur dire. Les membres du gouvernement peuvent adopter des positions extrêmes, mais souvent les électeurs ne le font pas. Surtout maintenant, les jeunes générations sont réticentes à soutenir un parti politique. Alors, l'avenir sera-t-il aussi divisé que beaucoup le pensent ? Il est facile de blâmer le gouvernement ou une grande entreprise pour nous avoir menti, mais cela devient plus difficile quand il s'agit de mensonges venant de personnes dont les marques dépendent d'aider les autres. Mais cela ne signifie pas que les mensonges ne sont pas présents dans l'auto-assistance. Ils exagèrent l'autonomisation personnelle, gonflent l'espoir et créent un faux sentiment de confiance en soi chez tant d'entre nous. Vous avez probablement entendu le terme « positivité toxique ». C'est quand nous nous disons ou écoutons des phrases encourageantes qui minimisent les émotions douloureuses. Cela entraîne une pression à être trop optimiste sans prendre en compte la réalité d'une situation. Et la vérité est que la tristesse, la déception et la colère peuvent être des émotions positives. La pensée positive n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, mais si nous pensons que croire que tout va bien tout le temps nous fera grandir, nous nous berçons d'illusions, sans aucun doute. Tony Robbins, le maître de l'auto-assistance, dit qu'il n'y a pas d'échec, seulement des résultats. Cette notion qu'il n'y a pas d'échec se retrouve dans des podcasts, des livres et des publications sur les réseaux sociaux, nous incitant à ignorer nos manquements. Mais pourquoi l'échec est-il si mal considéré ? Pourquoi devons-nous le renommer ou l'ignorer ? L'échec peut-il juste être un échec ? Et est-il si mal d'être déçu quand on le rencontre ? De nombreux guides d'auto-assistance tentent de nous vendre la liberté financière comme notre but ultime, comme si travailler était si terrible. Bien sûr, le stress financier n'est pas plaisant, mais pourquoi est-il si désirable d'être exempt de toute pression au travail ? Le monde nous a convaincus que nous devons vivre de revenus passifs, savourant chaque seconde avant 30 ans. Le succès, qu'il soit financier ou pas, prend du temps. Et le voyage, bien que difficile, n'a pas à être pénible. Ne laissez pas un expert en ligne vous convaincre que cela sera vrai. Souvent, ces objectifs ou ces façons de voir le monde sont imposés par des gourous et des experts, ou une tentative de nous faire sentir que qui nous sommes et ce que nous avons n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous sommes élevés dans un sentiment d'inadéquation, toujours en quête de nouveautés. Si nous ne nous sentons pas à la hauteur, nous achèterons des produits qui promettent de nous rendre meilleurs et plus heureux. Tout revient à l'argent. Mais les mensonges du monde sont, en fait, rien comparé aux mensonges que nous nous disons. Je dois être parfait, peut-être que je ne serai jamais heureux, et si je pouvais juste corriger cette petite chose, ma vie serait merveilleuse, et si je pouvais me marier, avoir un meilleur emploi, acheter une nouvelle voiture. Mais aucune chose unique n'est la solution au bonheur. Si j'ignore ce mauvais ressenti, il partira. Je n'ai pas le choix de comment je passe mon temps, et si j'avais plus de temps, je ferais du sport, je sortirais ou j'apprendrais à crocheter. La vérité est que nous voulons faire quelque chose ou pas. Cela peut sembler fun de devenir pianiste, mais après 3 heures à apprendre des accords simples, vous pourriez changer d'avis. Je peux changer les autres. Non, non, tu ne peux pas. Nous pouvons, si nous avons de la chance, les aider à se transformer. Cependant, nous ne devrions pas non plus nous engager là-dedans. Il n'y a pas de raison de nous mentir ici. Les gens sont simplement qui ils sont. Y compris nous. Toi et moi. Donc peu importe ce que ton employeur ou ton président te dit, ou ce que cet animateur de podcast célèbre, ou cet expert financier essaie de te convaincre, tu sais qui tu es et ce dont tu as besoin. Et tu peux te faire confiance pour démasquer les mensonges, surtout ceux cachés au fond de toi.